Isabelle Durand, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen, écologiste et, pour mémoire, ex-ministre en Belgique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du caviar. Oula. Du caviar iranien, bien sûr, parce que vous deviez aller à Téhéran pour en acheter et votre voyage a été annulé. Ça a dû être une grosse déception. Oui, alors on n'allait pas vraiment uniquement pour le caviar, même pas du tout. En fait, la délégation Union européenne-Iran avait pour objectif non seulement, comme toute relation diplomatique parlementaire, d'aller rencontrer des parlementaires, mais aussi évidemment d'aller rencontrer des opposants, essayer de rencontrer les gens autour de Moussavi, celui qui avait perdu les élections, et de permettre aussi d'avoir un vrai contact et de donner à tous ces gens qui sont là-bas l'espoir de rencontrer les Européens sur place. C'est pas seulement les Européens qui votent des résolutions ici au Parlement ou à Bruxelles ou à Strasbourg. Et donc on était loin, on avait reçu nos visas, on était prêts à partir et en dernière minute, pour des raisons diverses, le Parlement européen a mis des conditions supplémentaires en nous demandant non seulement d'aller sur place, mais aussi d'obtenir une rencontre avec à la fois les deux opposants iraniens que nous avons primés pour le prix Sakharov et de leur remettre une invitation à venir chercher leur prix. Ces deux opposants, c'est le cinéaste Jafar Panahi et l'avocate Nasrin Sotoudeh, qui ont reçu effectivement Absolument. ce prix Sakharov, qui est un prix décerné par le Parlement européen pour la liberté de penser. Mais vous pensiez que Téhéran allait vous dérouler le tapis rouge ? Certainement pas nous dérouler le tapis rouge, et on aurait évidemment été extrêmement attentif à éviter, tant que faire se peut, d'être manipulé ou utilisé par le régime des mollahs pour lequel nous n'avons aucune sympathie. Est-ce que votre voyage a été très critiqué, y compris ici, au sein du mais Parlement ? je pense qu'on se trompe. On se trompe en disant la diplomatie parlementaire, qu'elle aille en Afrique du Sud, qu'elle aille dans les pays où tout va bien, on fait un peu de tourisme, on va rencontrer Pierre, Paul et Jacques ou M. Germain, on discute, on boit un verre dans un bar d'un hôtel. Non, évidemment, la diplomatie parlementaire, c'est pour aller là où c'est difficile, là où c'est pas simple. Ce sont des petites délégations qui ont moins d'importance, si je peux dire, qu'une délégation, par exemple, du président du Parlement ou par exemple de Mme Ashton ou d'autres. Et donc, c'est une diplomatie préparatoire. Moi, je pense justement que c'est là où ça va pas bien, là où c'est difficile. Les sanctions en Iran, ça marche pas. La guerre, évidemment que ça marche pas. Qu'est-ce qui reste ? Il faut discuter. Et on est obligé d'avoir aussi un dialogue franc et de dire à tous ces parlementaires iraniens tout ce qu'on pense, même si je ne me doute pas évidemment qu'ils vont immédiatement adhérer à ce que nous leur disons. Donc moi, je pense qu'on aurait dû le faire. J'espère d'ailleurs qu'on pourra le faire plus tard, parce que je pense que ça sert la diplomatie parlementaire. Sinon, ça ne sert à rien. Si on fait du tourisme, ça ne sert à rien. Les deux lauréats du prix Sakharov, ils deviennent quoi ? L'un est en prison, l'autre est en prison. Est assigné à résidence. Alors oui, comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs, ces deux personnes sont des gens courageux, des gens magnifiques, mais évidemment, ils ne sont pas tout seuls à être en prison, à être persécutés. Rappelons que la peine de mort existe aussi en Iran. On exécute des gens tous les jours, et donc c'est vrai que c'est très très dur, et donc ils attendent beaucoup ce soutien des Européens. Ça sert à quelque chose donc de leur délivrer un prix comme ça ? Mais évidemment, c'est une façon de les protéger. En leur donnant un prix, quelque part, ces deux-là, en tout cas, on les protège. Mais on en protège par voie de conséquence ou par élargissement d'autres. Je l'espère, c'est ça que ça sert, c'est mettre un focus sur un pays stratégique aux frontières de l'Irak, dans une zone du monde extrêmement turbulente. Et donc, je pense que c'est très très important de donner ce signal-là. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question sur un tout autre dossier d'actualité, le fameux gaz de schiste et ce qu'on appelle la roche-mère qui contient ce gaz. On regarde. Je m'appelle Samuel Furfari, je suis maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles où j'enseigne la géopolitique de l'énergie. La réalité, c'est là où ça fait mal. Et le gaz de roche-mère est en train de faire mal. Après les États-Unis, le Canada, l'Argentine, la Chine, l'Australie, la Russie et même l'Algérie sont entrés dans cette révolution. Même la roche-mère peut produire du pétrole. Et aux États-Unis, c'est ce qui leur permet d'avoir aujourd'hui un pétrole qui coûte 20% moins cher qu'en Europe. Mais où cela risque de faire encore plus mal, c'est au niveau économique, puisque l'industrie chimique américaine va disposer de gaz qui est à la fois matière première et énergie, qui a un prix d'un quart par rapport à celui de l'Europe. Que proposeriez-vous pour que nous aussi nous intéressions à toutes les composantes du développement durable et non pas uniquement à celles de l'environnement ?
Réponse? Alors, évidemment que ça a un prix, les gaz de schiste, et ça a un prix environnemental extrêmement important. On sait bien que cette fracturation de la roche va entraîner des problèmes à la fois sur les nappes phréatiques, des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, des problèmes physiques, des problèmes de paysage, etc. Donc, c'est pas anodin. Donc, j'entends bien ce que dit ce professeur. Il a raison, les États-Unis développent cette stratégie, mais nous avons, nous, à encadrer l'exploitation éventuelle des gaz de schiste. Personnellement, j'y suis assez opposé. Je pense qu'on peut faire autrement en travaillant sur l'efficience énergétique, sur la diminution de la consommation d'énergie. Les États-Unis, ils économisent rien. Mais pour eux, on consomme. Vous avez tenté de faire voter ici au Parlement européen un texte interdisant l'exploitation de gaz de schiste. Il n'interdisait pas parce qu'on ne peut pas interdire à l'échelle européenne. Le mix énergétique, ça dépend des États membres. Par contre, on peut faire des textes pour essayer de réguler ou encadrer l'exploitation. C'est ça qu'on a voulu faire dans un rapport qui n'était qu'un rapport d'initiative. Mais vous n'étiez vraiment pas en majorité. Ah non, c'est clair qu'il y a un lobby extrêmement puissant, y compris au sein de l'Union européenne et en Pologne en particulier, parce qu'on y voit, je dirais, le nouveau nirvana de l'énergie. Je pense qu'on se trompe. Et donc, il faut encadrer très, très strictement l'exploitation des gaz de schiste pour ne pas avoir des réveils très douloureux environnementaux dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Et donc, je pense que parallèlement à ça, c'est vraiment la diminution de la consommation qu'on doit pousser. C'est là qu'on doit faire des efforts. Les renouvelables, toute la manière de consommer moins, de consommer mieux, c'est ça le chemin de l'avenir. C'est pas de croire de suivre les États-Unis en courant. Mais alors, précisément, les Américains ont dit qu'ils vont devenir les premiers producteurs de pétrole grâce à ce gaz de schiste. Est-ce que l'Europe également ne pourrait pas être indépendante du Moyen-Orient, de la Russie pour son énergie? Ce serait plutôt bien quand même. Oui, enfin, c'est pas si simple, être indépendante énergétiquement au prix d'avoir une facture environnementale énorme qui va se retourner contre nous dans des coûts cachés, parce qu'il faudra après, on aura des problèmes d'eau, on aura des problèmes de qualité de nos nappes, etc. Donc c'est une vision de court terme, cette espèce de vision de l'indépendance énergétique de l'Europe. Par contre, si c'est pour avoir une dépendance environnementale grave, je pense que ce n'est pas une bonne balance. Donc on doit vraiment envisager la question des gaz de schiste autrement que exclusivement en suivant la stratégie américaine. Isabelle Durand, merci d'être venue au bar de l'Europe et on peut goûter ce caviar. Mais je dois vous avouer que pour une question de budget, ce n'est pas du vrai. Ah, d'accord, ce sont des œufs lourds. D'accord, très bien, mais c'est pas grave.